Maxime Combes. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, membre d'Attaque France. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur la crise climatique et vous écrivez aussi pour le magazine en ligne Basta. On va revenir sur tous les enjeux, tous les combats que vous portez sur la question climatique. Mais d'abord, c'est quoi le regard de Maxime Combes? C'est celui d'un économiste de formation et donc de déformation, mais qui a préféré prêter, donner ou vendre son temps de cerveau utile aux causes auxquelles je crois, et donc du coup principalement au mouvement altermondialiste. Alors hier, selon une étude que la presse a relayée, le réchauffement climatique pourrait être beaucoup plus fort que prévu. Il est encore temps où la situation est désespérée. Le réchauffement climatique se conjugue au présent, c'est ça la principale nouveauté de l'ensemble de ces études récemment publiées, et pas simplement au futur, comme on veut nous le faire croire souvent en disant qu'on a pris des engagements pour 2030, 2040 ou 2050. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est dans une situation compliquée, mais loin de devoir enterrer les objectifs de maintenir le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés, ce sont les politiques qui ne nous permettent pas de respecter cet objectif-là qu'il faut enterrer. Et donc du coup, la discussion porte bien sur les politiques qui sont aujourd'hui menées, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour que les citoyens comprennent, par exemple, ce qu'on voit en ce moment en France, la trajectoire de la tempête, ou même aux États-Unis avec les incendies sur l'ouest des États-Unis, est-ce que c'est lié concrètement au réchauffement climatique? L'intensification et la multiplication des catastrophes climatiques et des phénomènes climatiques extrêmes est directement liée au réchauffement climatique global. Et donc du coup, on a une corrélation et une causalité prise sur la statistique globale de ces événements qui ne fait aucun doute. Par contre, il est effectivement difficile de dire que tel ou tel événement ponctuel est directement lié au réchauffement climatique. Néanmoins, aujourd'hui, clairement, on vit le réchauffement, on vit les conséquences du réchauffement climatique et ça a des conséquences concrètes, pas simplement dans les pays du Sud, pas simplement vis-à-vis des populations les plus exposées, qui le sont réellement et qui en payent un prix fort, mais également dans les pays du Nord, où là, nos systèmes économiques, par ailleurs, ne sont pas résilients parce que nous avons des modes de vie qui ne sont pas climato-compatibles. Alors, on va fêter les 2 ans de la COP21, les fameux accords de Paris. On en est où aujourd'hui? Il s'est passé quoi pendant 2 ans? Pendant 2 ans, il a été discuté la façon dont cet accord allait réellement prendre effet à partir de 2020. Il a été ratifié par la quasi-totalité des États de la planète, hormis les États-Unis, mais il ne porte que sur la période qui va de 2020 à 2030 et éventuellement au-delà. Et donc pour l'instant, les États se sont limités à discuter des modalités pratiques et techniques sur la façon dont il va être mis en œuvre. Et c'est là le problème parce qu'aujourd'hui, nous avons un décalage très important entre le réel du réchauffement climatique qui nous conduit sur un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés ou 3 degrés et demi et le souhaitable, c'est-à-dire se le maintenir en deçà des 2 degrés. Et cet écart entre les deux aurait dû amener les États à négocier un partage de cette tâche supplémentaire à accomplir et pour l'instant cette discussion-là n'a pas eu lieu. Et la France, dans cette période, elle a été à la hauteur? La France, comme l'Union européenne, derrière un discours qui se veut offensif et de leadership en matière de lutte contre les dérèglements climatiques est pétri de contradictions, c'est-à-dire que la France ne s'est pas battue par exemple au niveau européen pour revoir les objectifs climatiques de l'Union européenne à la hausse et ils sont aujourd'hui insuffisants. Et par ailleurs, les contradictions du gouvernement au niveau national, que ce soit le gouvernement précédent ou le gouvernement actuel, s'observent quasiment tous les jours. On a un décalage très fort entre le Make the Planet Great Again annoncé par Emmanuel Macron suite à la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris et la réalité de ce que nous avons en termes de politique climatique. Un des enjeux, c'est quand même la question du financement aujourd'hui. Depuis que les États-Unis ont quitté la table de la COP21 des accords de Paris, comment va être compensé justement l'apport que devaient apporter les États-Unis en termes de contribution financière sur le financement de la transition énergétique? Le financement de la lutte contre les dérèglements climatiques et le financement de l'adaptation aux conséquences des dérèglements climatiques est effectivement aujourd'hui à repenser et à revoir à l'aune de la décision des États-Unis. Il faut que l'Union européenne, il faut que les pays riches en mettent plus sur la table et il faut également se doter de sources de financement supplémentaires. Et donc en ce sens, par exemple, il faut à un moment donné que la proposition d'une taxe sur les transactions financières aboutisse, mais il faut également que nous soyons en mesure de récupérer une partie conséquente des financements qui aujourd'hui ne sont pas climato-compatibles et qui sont mobilisés par des banques privées ou des banques publiques pour financer des projets qui vont au rebours de l'histoire. Vous avez publié vendredi dernier un rapport sur la finance verte. Vous y faites un certain nombre de recommandations. C'est pas antinomique, la finance verte? La finance verte, c'est aujourd'hui le terme officiel qui est utilisé par les acteurs financiers pour expliquer qu'ils ont pris en compte la crise écologique, la crise climatique. Et donc du coup, ils sont en train de développer une niche, par exemple avec les obligations vertes qui sont supposées aller dans le bon sens et qui en fait représentent très peu de la part de la finance globale. C'est une goutte d'eau finalement dans un océan de finances non vert. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette goutte d'eau grandisse réellement et qu'on mette
qu'on fasse en sorte que le système financier international soit soumis à l'impératif climatique. Et par ailleurs, cette goutte d'eau, il faut qu'elle soit parfaitement compatible avec les enjeux climatiques. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, avec les obligations vertes, on a financé la construction d'un aéroport au Mexique. On finance la rénovation des raffineries de Repsol, qui est le Total espagnol, en Espagne et au Portugal. Donc ceci n'est pas acceptable. Et donc du coup, il y a deux enjeux. C'est de rendre climato-compatible l'ensemble de la finance mondiale et de ne pas se limiter à un marché de niche. Et deuxièmement, que tout ce qui se prétend être vert ne soit pas simplement une opération de greenwashing, mais le soit réellement. Et c'est l'enjeu de ces 2 jours, de porter ce message, en tout cas dans le débat public. Alors justement, aujourd'hui, Emmanuel Macron lance le sommet pour le climat pour remobiliser, dit-il, les acteurs publics comme privés. C'est quoi l'enjeu de ce sommet? Est-ce que c'est un enjeu d'abord et avant tout un enjeu personnel pour Emmanuel Macron qui cherche à se positionner comme étant un leader de la cause écolo? Il ne faut pas négliger cette question-là parce qu'au lendemain de la décision de Donald Trump de quitter l'arène des négociations climatiques et de l'accord de Paris, il y avait besoin effectivement qu'un certain nombre de pays s'expriment de manière assez forte sur le fait que la lutte contre le dérèglement climatique au niveau international n'allait pas disparaître. Néanmoins, clairement, il y a la volonté derrière ce sommet organisé par Emmanuel Macron de s'afficher comme étant un leader super clean du point de vue du climat. Et là, on a les contradictions entre cette image-là qu'il essaie de construire au niveau international et la réalité des politiques qui sont menées en France. Et au-delà des éventuels renoncements sur la question proprement écologique ou climatique, on voit bien que la politique économique et industrielle du pays est finalement simplement la poursuite de ce qui est mené depuis des dizaines d'années. Et le business prime sur la préservation de la planète. Vous allez participer à ce sommet, quel sera votre message? Principalement être à l'intérieur pour faire du suivi de ce qui est annoncé et être en mesure également de répondre à la presse plus classique et donc du coup essayer de porter la contradiction là où elle se trouve avec des ambitions relativement limitées qui sont simplement celles de quelqu'un qui suit ces enjeux-là depuis très longtemps et donc du coup à qui on ne peut pas raconter d'histoire. Alors vous l'avez évoqué, il cherche à s'imposer comme étant un leader international sur la question écolo et en même temps vous-même vous l'avez dénoncé à plusieurs reprises, les nombreux revirements de ce gouvernement sur le glyphosate, le nucléaire, la transition écologique, le CETA aussi. Il sert à quoi Nicolas Hulot dans ce gouvernement? Ça, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Il n'a pas adopté aujourd'hui la stratégie qui devrait être celle d'un quelqu'un fondamentalement convaincu qu'il faut batailler sur la question climatique. Il continue à servir la cause écologique aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait partie du problème, clairement, parce que quand il perd des arbitrages dans les couloirs de Matignon ou les couloirs de l'Élysée, il vient devant l'opinion publique et il endosse ces défaites-là, le fait qu'il n'ait pas gagné ses arbitrages. Et donc, du coup, on ne distingue plus le Nicolas Hulot de Bruno Le Maire, ministre de Bercy. Et donc, du coup, il fait partie du problème. Il aurait pu choisir une stratégie inverse, qui aurait été de poser ses conditions pour entrer au gouvernement et de poser clairement avec l'opinion publique un certain nombre de sujets sur lesquels il n'était pas prêt à transiger. Et donc du coup, construire une stratégie inside-outside de façon à construire un rapport de force. Il n'y a que comme ça qu'on gagne des batailles politiques. Il refuse de faire cela, il considère que sa seule personne suffit et qu'il suffit d'être dans les couloirs de Matignon pour convaincre du bien fondé de sa position. On ne remet pas en cause ses engagements ou ce qu'il pense réellement sur le fond, mais la réalité du résultat est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Ça peut être le point de conflit le principal, Notre-Dame-des-Landes. Cette semaine, justement, un rapport sera remis au président de la République, au Premier ministre. Ça ira beaucoup trop loin si le projet est finalement validé pour Nicolas Hulot, vous pensez? C'est encore une fois une question qu'il faut lui poser. Il a répété plusieurs fois qu'il n'avait jamais posé de conditions définitives au fait qu'il reste ou pas dans le gouvernement et qu'il ne fonctionnait pas de cette façon-là. De notre point de vue, et au-delà de la personne de Nicolas Hulot, si le gouvernement valide la construction de cet aéroport qui n'est pas climato-compatible, qui a des impacts extrêmement grands localement sur les territoires, les terres arables, l'eau, la biodiversité, on sera à des années-lumière de cet engagement visant à faire Make the planet great again. Non, quand on construit un aéroport de ce type-là, c'est pas compatible. Et donc du coup, de mon point de vue, c'est pas simplement la question de la position de Nicolas Hulot au gouvernement qui sera posée, mais la question du message global que le gouvernement délivre et qu'Emmanuel Macron délivre dans le débat public. Hier, je recevais l'ex-député de Paris, Pascal Cherki, ancien membre du Parti Socialiste. Il a rejoint en Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Il vous a posé une question. Il vous demande comment on peut contribuer à relayer davantage les idées et les propositions aussi que des organisations comme Attac font remonter, mais qui n'ont pour lui, dit-il en tout cas, que peu d'audience. Peut-être porter le fer au sein même de l'Assemblée nationale. Par exemple, aujourd'hui, on est un certain nombre d'ONG à rendre public le fait que toute une série de financements venant de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas climato-compatibles. La Caisse des dépôts et consignations, normalement, elle est sous la responsabilité du Parlement. Il reste un certain nombre de députés liés au Parti socialiste. Pourquoi ne pose-t-il pas demain ou après-demain la question au gouvernement et aux autres parlementaires sur le fait que là, on a une institution sous le contrôle du Parlement et qui finance des choses qui sont complètement incompatibles avec l'accord de Paris?
portons la contradiction là où elle doit être portée, et je pense qu'effectivement, on doit pouvoir être en mesure de faire avec des partis politiques qui, à l'intérieur des instances institutionnelles, veulent bien mener cette bataille-là, et nous, à l'extérieur, pour construire ce rapport de force dans la société qui fasse que les bonnes décisions soient prises. Une dernière question, Maxime Combe. L'un des principaux défis de ces prochaines années, au-delà des conflits et des guerres, c'est évidemment la question des migrations climatiques. Comment on s'y prépare en Europe? Est-ce qu'on s'y prépare d'abord? On ne s'y prépare pas, puisqu'on essaye de mettre des frontières et des barbelés partout et de renvoyer des migrants d'où ils viennent. Et c'est un enjeu majeur qui nécessite, de la même manière que la lutte contre les dérèglements climatiques, de mettre en œuvre un principe qui est intangible, de solidarité internationale obligatoire. On ne peut pas à la fois être à la source du réchauffement climatique, des impacts environnementaux avec notre modèle économique insoutenable et ne pas prendre en compte des conséquences directes et indirectes de cela. Et donc du coup, il va falloir effectivement être en mesure de régler ou de s'occuper de ces migrants qui se déplacent, notamment pour ces questions-là. Et par ailleurs, la question n'est pas seulement de savoir comment on va accueillir les migrants en Europe, parce que la majorité de ces migrants climatiques ou environnementaux liés à des catastrophes de ce type-là sont des migrants sud-sud, en fait, ou dans un même pays, dans une même région. Et ça ne veut pas dire que ça doit nous désintéresser parce que ça ne concerne pas notre propre territoire. Les migrants au Bangladesh, le déplacement de toute une série de populations dans les pays du Sud à cause des conséquences des dérèglements climatiques doit nous concerner tout autant que l'arrivée des migrants sur notre territoire. Merci beaucoup Maxime Combe. Demain, Pablo Pio-Vivien sera en direct de Strasbourg pour une matinale spéciale Europe et migration, justement. Il recevra Marie-Christine Vergiat, députée européenne. Vous avez une question pour elle? Justement, sur cette question, puisque Marie-Christine Vergiat s'occupe notamment de la question des migrants en Europe, que faire pour que l'Union européenne réellement prenne en charge cette question des migrations liées aux conséquences des dérèglements climatiques ou des questions ou des enjeux écologiques? La question sera transmise. Merci beaucoup. Merci.